BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Deux invités avec nous ce soir pour nous accompagner jusqu'à 18h. Deux Gilles, Gilles Bazissire. Bonsoir Gilles, président d'Equity GPS. Et l'autre Gilles, c'est Gilles Ménard, le responsable du pôle flexible de La Française. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Bon, votre sentiment au terme quasiment de cette année 2015, juste là, on le notait, c'est vrai qu'il y a très peu de volume d'activité. On pensait qu'une fois la hausse de taux de la Fed passée, si tout se déroulait comme prévu, on allait avoir un petit rallye de fin d'année. Pour l'instant, c'est pas vraiment un rallye là, c'est plutôt le rallye à l'envers, Gilles Ménard. L'année dernière, entre le 15 décembre et le 31, on avait gagné 5% à peu près sur les actions européennes. Cette année, on ne démarre pas tout à fait sur la même tendance. Il reste quelques journées de bourse pour améliorer un petit peu les choses. C'est vrai que les gens, je pense, sont passés par des épisodes assez tourmentés cette année. On a une année 2015 quand même assez compliquée. Et donc, je pense que les gens font preuve de pas mal de prudence. Pour ceux qui ont encore des gains substantiels dans leur portefeuille, je pense qu'ils ont plutôt tendance à cloisonner un peu les choses pour faire en sorte que ça ne disparaisse pas dans les jours qui demeurent. Alors, même si c'est pas un droit intangible, ce rallye de fin d'année sur les marchés, voilà, il faut quand même le rappeler. C'est vrai que le fait que les investisseurs ne se livrent pas à ce petit exercice traditionnel, ça montre qu'on est quand même un peu sonné là. Oui, sonné. En tout cas, on pensait nous quand même que les deux épisodes BCE et Fed apporteraient un petit peu les gens seraient un petit peu plus rassurés ou en tout cas plus sereins pour le début d'année. C'est vrai que pour l'instant ça se matérialise pas vraiment. On a aussi quelques risques, on va dire exogènes, pétrole, qui sont aussi là pour nous rappeler que les choses ne sont pas si, l'état de l'économie de manière globale n'est pas si exceptionnel que ça. Donc ça témoigne probablement effectivement d'une prudence, mais qui est peut-être légitime. On le verra au gré des chiffres qui vont être publiés dans les prochaines semaines, début d'année en tout cas. L'exercice de la prévision est un exercice impossible, en tout cas au moins, tout du moins très ingrat. Gilles, j'ai l'impression quand même, par rapport, je me remémore un petit peu dans quel état d'esprit on était au début de l'année 2015, j'ai l'impression qu'on va commencer 2016 avec énormément de questions. Et finalement, assez peu de réponses. Je parle même pas de certitude, mais les questions sont nombreuses. Et j'allais dire, à chaque fois, on a une ou plusieurs réponses possibles, et il n'y en a pas forcément une qui tient la corde par rapport à l'autre. Oui, je dirais, mais c'est la beauté de l'exercice, bien évidemment. Essayer de faire des scénarios probabilisés de l'avenir avec beaucoup de modestie, mais également en s'accrochant à certaines certitudes qui, pour ce qui concerne Equity GPS, vous le savez, nous on se raccroche à la valorisation des entreprises. Est-ce qu'elle est élevée ou faible, et on s'accroche à la dynamique des perspectives de ces entreprises, c'est-à-dire à un horizon de 1 an. Qu'est-ce que raisonnablement le marché anticipe comme performance potentielle de ces entreprises? On utilise beaucoup de données, c'est des dizaines de milliards de calculs chaque nuit, de telle façon à avoir des choses très précises. Et ensuite on agrège ça, au-delà des valeurs, on peut agréger ça par secteur, par pays. Mais j'aimerais dire aujourd'hui et pour le début de l'année, la perspective 2016, par grand thème. Et on a fait une analyse, on fait de plus en plus d'analyses thématiques qui sont assez intéressantes à creuser. Et alors ça donne quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Par zone géographique, c'est assez consensuel malheureusement, je dirais malheureusement, c'est-à-dire qu'on a un très bon rating sur la zone euro en général, mais avec des risques y afférents notamment politiques et de gouvernance complexe bien sûr, et un mauvais rating sur l'Amérique et encore pire sur le Royaume-Uni. Mais ça je dirais tout le monde, enfin, on trouve qu'on est assez consensuel là en la matière. En termes, je vais directement passer aux thématiques, bien sûr. Et aux thématiques. En fait, on croise nos ratings par valeur et par secteur, avec des ratings thématiques notamment liés aux valeurs polluantes, d'une part, aux valeurs vertes, d'autre part, aux entreprises qui ont leurs racines dans des pays à faible risque politique et financier, c'est-à-dire les pays AAA, un rating AAA dans le monde, ou à l'inverse. Il n'y en a plus des pays AAA, si. Alors il y a 10 pays AAA dans le monde. 10 dont 6 en Europe. Donc, et dont 2... Et tous dans le nord de l'Europe. 2 qui sont nos voisins. La Suisse et l'Allemagne, plus les 4 pays nordiques, en effet. Ils sont des marchés qui sont riches d'entreprises
très efficace, très international, très bien géré, et qui bénéficient en outre sur leur marché domestique d'un corpus de réglementation extrêmement business friendly. Et d'un environnement macroéconomique excellent avec des taux de chômage entre 4 ou 5% et des taux d'endettement de la sphère publique de 30 ou 40%, ce qui est très très loin de beaucoup de pays d'Europe du Sud. Et juste a posteriori, là, sur l'année 2015, si on achète les ratings AAA, les indices, on va dire, des pays AAA, ça marche, ça fonctionne, on délivre de la surperformance? On ne délivre pas plus de performance qu'en moyenne. Mais par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on croise les valeurs attractives dans ces pays-là. D'accord. Attractives selon notre méthodologie, avec ce qui nous paraît raisonnablement être un risque plus faible. Et quand on a des boîtes relativement sous-évaluées et avec des dynamiques de perspective bien orientées et un risque plus faible, on a tendance à dire si on a des performances équivalentes, c'est déjà mieux, parce que vous avez un risque plus faible. Et dans certains cas, on peut même avoir de meilleures performances et pas seulement des performances équivalentes pour un risque plus faible. On reviendra sur les thématiques, notamment valeurs polluantes versus valeurs vertes. On est encore dans l'esprit de la COP21, mais effectivement, ce sont des méga tendances. Juste un mot sur le consensus, Gilles Ménard. Le résumé que je fais, moi, du consensus de début d'année, c'est déjà action plutôt qu'obligation. Voilà, le risque taux est quand même de plus en plus présent. Action pays développés, action zone euro de préférence versus action américaine ou action anglo-saxonne en général. Et puis dans la classe action, encore quelque chose de très défensif. On aime bien encore la croissance, la visibilité, même si ça se paye un peu cher aujourd'hui. Vous souscrivez à ce consensus? Est-ce qu'il faudra s'en méfier à un moment ou pas, Gilles? Alors, on souscrit à l'instant T, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une toile de fond de l'économie mondiale qui reste avec une croissance aux alentours de 3 pour l'année prochaine, avec une zone américaine qui se stabilise aux alentours de 2,5 et on a des prémices d'une croissance qui s'améliore un petit peu en Europe. Donc forcément, la zone euro suffira pas à être la locomotive de l'ensemble de la croissance mondiale pour 2016. Néanmoins, effectivement, on sent qu'il y a de l'amélioration, une inflexion positive. Donc oui, on est plutôt dans le consensus à ce niveau-là. En revanche, j'insiste sur la seconde partie de la question, c'est sur le caractère mobile et flexible. C'est-à-dire qu'effectivement, on a du mal à imaginer qu'on va avoir une tendance durable tout au long de l'année 2016. Et c'est ce qu'on a connu en 2015. Rappelez-vous l'évolution des taux périphériques sur le premier trimestre, l'évolution des actions de la zone euro, et puis finalement ce retour à moins bonne fortune en fin de période. On pense qu'on aura encore en 2016 ce type d'épisode, donc une volatilité accrue probablement et besoin de réagir et d'ajuster les positionnements, le déploiement du risque dans les portefeuilles au gré des nouvelles arrivant de partout. Mais est-ce qu'on peut avoir une rotation un peu durable là entre le côté cyclique, des côtés, les thématiques massacrées ou qui sont très stressées aujourd'hui autour des matières premières, autour des émergents, des industriels, au détriment de ce qui reste quand même le cœur des portefeuilles aujourd'hui, j'ai l'impression, ce qui est très défensif, très visible, le rendement aussi pour la partie action. Il peut y avoir quelque chose de durable qui se mette en place ou est-ce que ça restera, comme vous le disiez, des opportunités tactiques à jouer? Je pense que ce sera, en tout cas, à l'instant où on se parle, notamment sur la partie matières premières, au vu du news flow, au vu également des tendances qui se dégagent. On ne voit pas de rebond durable, notamment du prix du baril par exemple ou des matières premières. On est au plus bas sur entre 7 et 8 ans si on regarde les matières premières, le pétrole. Compte tenu de l'évolution de la croissance mondiale et des incertitudes qui pèsent en Chine notamment sur la croissance des prochaines années, à l'instant où on se parle, effectivement, on ne voit pas un rebond durable. En revanche, bien évidemment, compte tenu des niveaux déprimés sur lesquels on est aujourd'hui, des rebonds techniques de quelques semaines sont bien évidemment tout à fait envisageables. Si on essaye de classer un petit peu le ou les risques de marché là, qui sont pour vous les plus importants en 2016, entre les banques centrales, les émergents, il y a des choses très bien identifiées, mais qu'est-ce qui vous paraît être le plus important là, le risque que vous mettriez
numéro 1 ou les risques? Je ne vais pas vous demander forcément un classement définitif. Je pense que s'il y avait un risque à mettre en avant, ce serait vraiment un risque de dégradation de la conjoncture mondiale et qui aurait un impact en cascade sur bien évidemment le prix des matières premières, les devises émergentes, donc un certain nombre de choses que vous avez. Une dégradation dont le moteur serait où, dans les émergents ou aux États-Unis par exemple? Probablement plutôt dans la partie. On a parlé, rappelez-vous de l'épisode de cet été, quand tout le monde s'est mis à croire que la Chine allait atterrir de manière beaucoup plus brutale. Ça pourrait être ce type de risque qui se manifeste. Ça n'est pas notre scénario, central à la française. Néanmoins, effectivement, c'est des épisodes qui peuvent créer des volatilités accrues et des périodes de panique, parce que cet été, c'était clairement un épisode de panique. Le ou les risques là qui vous paraissent les plus importants, Gilles Bazichien? En plus de celui mentionné par Gilles, j'en verrai deux. Le premier, c'est la contamination au taux long de la hausse des taux courts attendus aux États-Unis. Ouais. Ce qu'on n'a pas vu encore. Depuis la décision de la Fed la semaine dernière, les taux longs ont baissé. Absolument. Mais c'est pas fini. Oui, c'est. Non, c'est pas fini. Et deux, il faut noter, il a fallu noter dans le discours de Yellen l'information selon laquelle le bilan de la Fed allait se réduire à un rythme inférieur, plus faible, que celui qui aurait pu être craint par les plus pessimistes, entre guillemets, en la matière. Donc la Fed ne va pas se mettre à vendre. Voilà. Mais même elle va continuer à réinvestir une partie, comme la Banque Centrale Européenne d'ailleurs. Donc ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même, avec la croissance économique aux États-Unis, un relatif redressement des comptes publics, un déficit budgétaire qui redevient un petit peu sous contrôle et sous maîtrise, et donc moins d'émissions, tout simplement. Donc en termes tactiques et ponctuels, on n'a pas vu ça. Mais si on regarde la trajectoire de hausse des taux courts de la Fed d'ici à la fin de l'année, ne serait-ce que ça, si les taux longs ne bougeaient pas, ça voudrait dire qu'on aurait une courbe des taux plate, voire légèrement inversée aux États-Unis. Et une courbe d'un taux inversée, c'est un désastre pour l'économie et pour les marchés. Donc il faut s'attendre à une hausse des taux longs aux États-Unis. Et je dirais que c'est une des raisons, à mon sens, derrière cette hausse tendancielle de la volatilité ou du facteur crainte des marchés. Le deuxième risque que je verrais pour la zone euro, c'est des crises à répétition en termes de gouvernance. Vous voyez le rythme d'élection qu'on a au sein de la zone euro. On en a déjà beaucoup qui sont passés, alors plus ou moins bien, mais voilà, il y en a toujours. Oui, le calendrier s'arrête jamais. Il y en a même sur des thèmes qui émergent, qui étaient inconnus. Vous regardez les États-Unis, si on avait ce même rythme d'élection aux États-Unis, dans des régions, dans des États avec des telles questions fondamentales sur faut-il quitter ou non l'Union américaine, faut-il sortir ou non du dollar, etc., etc. Je pense que la perception des investisseurs européens du marché américain serait sensiblement autre. C'est la différence entre une zone monétaire qui fonctionne à peu près, qui sont les États-Unis, et celle qui fonctionne un peu moins bien, qui est la zone euro. En même temps, c'est la démocratie. Donc, il n'y a rien de mieux que la démocratie par définition. Mais un vote en Catalogne, une crise entre c'est un peu endurci par rapport à ça, mais on voit effectivement les élections en Espagne. On le digère à peu près correctement, mais ça revient évidemment dans le scope des investisseurs. D'où le thème, n'oublions pas, 6 pays rating AAA en Europe, et au sein de ces pays-là, il y a des valeurs qui sont aussi attractives, voire plus, que la moyenne des valeurs du marché européen, en particulier celles de pays qu'on peut considérer être un peu plus risqués. Et donc, pourquoi pas les regarder dans cette direction-là. Messieurs, on va marquer une pause, on va vivre ensemble cette fin de séance. Bon, sans grande tendance, on est à l'équilibre sur le CAC 40, 4563 points, l'effet du jour, stabilisation du pétrole avec d'ailleurs un prix du Brent et un prix du brut léger américain qui convergent autour de 36,50 $ grosso modo, et un euro qui s'apprécie à nouveau légèrement face au dollar, 1,0970 actuellement. Une pause, le fixing en direct dans un instant.
Le fixing en direct comme chaque soir, fin de séance très incertaine. On attendra d'avoir la clôture finale pour être sûr de la clôture, mais elle se rapproche de l'équilibre, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Pour l'instant, moins 0,02% pour le CAC, 4564 points, des volumes réduits. Frédéric Rosier, on vous retrouve par téléphone concernant l'investissement chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, bon, séance de fin d'année, on espérait quand même notre rallye de Noël. On avait repris 4-5% en début de semaine dernière avant la Fed, et puis depuis on a tout reperdu. Rien, il se passe, c'est vrai que c'est assez calme, pas de dynamique qui se met clairement en place, et même pour l'instant on annihile toutes les velléités de rebond. Il y a une pression vendeuse qui est pas négligeable, voilà, donc c'est toujours lié au pétrole, mais je constate quand même qu'on a peut-être trouvé un seuil au moins temporaire de soutien sur le baril. Certaines matières premières ont déjà rebondi, donc peut-être qu'on va avoir un phénomène de rachat sur le baril qui entraînerait les marchés à la hausse sur la fin de semaine. Bon, effectivement, stabilisation du pétrole et d'ailleurs les prix du Brent et du WTI qui sont en train de converger autour de 36,50 $. Coup d'œil sur ce qui se passe à Wall Street. Fin de matinée chez vous à New York. Sabrina, on vous retrouve depuis le Nasdaq. Là aussi, même topo, séance de fin d'année. Il n'y a pas une envie forcenée de reprendre du risque là sur les marchés. Oui, effectivement, tout cela dans des volumes qui restent ici aussi très très faibles. Vous avez une petite progression là sur les trois indices. Dow Jones qui grimpe de 0,2%. On est à 17 290 points. Le S&P 500 prend 0,2%. Le Nasdaq de son côté quasi inchangé avec des statistiques au menu. Révision de la croissance américaine en dernière estimation pour le PIB du troisième trimestre. Une légère révision à la baisse. 2% de croissance. Ça reste quand même supérieur aux attentes de la communauté financière. Grosse déception en ce qui concerne l'autre statistique du jour, les ventes de logements existants pour le mois de novembre, elles ont plongé de 10,5%. Côté entreprise, on garde un œil bien sûr sur les valeurs pétrolières. Vous en parliez il y a quelques instants avec un baril de brut aux alentours de 36 $. Et des valeurs qui sont en légère progression. Vous avez notamment Chevron qui grimpe d'1,4%. On garde un œil également sur les valeurs de la distribution avec bien sûr les achats de fin d'année. Et Amazon qui met vraiment le paquet en annonçant par exemple que les livraisons en 2 heures sont désormais gratuites. Un mot également pour terminer de Ford et de Google qui seraient en discussion selon la presse concernant la construction de voitures autonomes. Les deux titres sont en progression, plus 2,8% pour Ford. De son côté, Alphabet ou Google grimpe de 0,3%. Merci beaucoup Sabrina, on vous retrouvera juste avant 18 h pour jeter un nouveau coup d'œil sur cette séance américaine, très calme également. Tout comme en Europe, le CAC 40 qui va clôturer dans quelques instants, tout proche de l'équilibre, 4564 points. Frédéric Rosier est avec nous par téléphone toujours, Mescart Gestion Privée. Qu'est-ce qu'on peut dire là quand on voit du ArcelorMittal qui bondit de quasiment 6%, Frédéric, et puis je sais pas, des titres Essilor, L'Oréal, Danone là qui sont vendus aujourd'hui. On arbitre un petit peu quand même en cette fin d'année? Oui, un petit peu d'habillage de bilan fin d'année, rien de vraiment transcendant. Comme je signais tout à l'heure, il y a une forme de petit rebond quand même sur les matières premières, donc qui justifie de faire un peu de spéculation sur la sidérurgie, sur les métaux. On a également des rebonds comme techniques, par exemple sur les pétrolières, parapétrolières largement vendues ces derniers temps. Donc voilà, il y a pour l'instant du rebond technique, il n'y a rien de très transcendant et pas de direction clairement établie. On est vraiment très technique et on suit le baril pour le coup qui accentue son rebond. Ouais, c'est un des vrais marqueurs de cette fin d'année. Gilles Ménard, la française, juste un mot. Rappelons-nous le premier trimestre, les marchés d'actions montaient comme d'un seul homme, tout montait et le pétrole baissait. Lui, par contre, ça nous gênait pas à l'époque. Là, ça nous gêne un peu plus. Il y a une sensibilité, une corrélation très forte quand même maintenant entre le pétrole et les marchés d'actions. Alors récemment, oui, effectivement, plus on se rapproche de seuils qui sont jugés inacceptables, en tout cas qui ne conviennent pas à la majorité. Ouais. En fait, bien évidemment, ça pose un certain nombre de soucis. C'est vrai qu'au premier trimestre, on était sur des niveaux qui convenaient à la fois aux exportateurs et aux pays consommateurs. C'était vivable pour tout le monde. Ouais. Là, on est dans une situation plus tendue et effectivement, ça crée quand même une certaine nervosité. Bon, on verra si le plancher qu'on trouve aujourd'hui tient dans le temps, parce qu'évidemment, c'est sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'il faudra observer cette stabilisation des prix du pétrole. Ce sera en tout cas une des grandes interrogations de ce début d'année
l'année 2016. Autour de 36,50 $ pour le Brent ou pour le WTI cet après-midi. Et le CAC qui clôture, alors finalement du côté légèrement positif, mais voilà, pour résumer les choses, on ne fait rien aujourd'hui, on est à l'équilibre, plus 0,01% pour l'indice parisien, 4565 points avec des volumes d'activité qui commencent vraiment à être très faibles. On est à 2,5 milliards échangés. Donc voilà, vraiment typique séance de jour férié ou de fin d'année, en tout cas séance de vacances là, alors qu'on a encore à peine 4-5 vraies séances pour terminer cette année et peut-être espérer un petit rallye de toute fin d'année. Les valeurs qui ont été rachetées, on parlait d'ArcelorMittal qui termine en tête du CAC, plus 6%, 3,75 €. Crédit Agricole et sa filiale Natixis qui ont rassuré, qui ont communiqué sur leurs objectifs de ratio de solvabilité. Ça plaît au marché, le titre Crédit Agricole gagne 2,4%. Les télécoms, Orange et Bouygues qui continuent de discuter, semble-t-il. Le titre Bouygues gagne 1,6%, Orange gagne 0,3%. On parlait de la thématique matières premières pétrolières. On a Technip, service pétrolier, qui gagne 1,3% cet après-midi. Et puis à l'inverse, on a plutôt eu tendance à vendre des valeurs, alors ou des valeurs de croissance, des valeurs défensives jugées un peu chères, des valeurs qui ont bien progressé aussi cette année. Veolia par exemple recule de 2%. On a L'Oréal, moins 0,7%. Essilor qui recule de 0,7%. Capgemini qui recule de 0,5%. Voilà donc pour les quelques valeurs qui se sont distinguées aujourd'hui. Coup d'œil quand même sur l'univers rallye casino avec des sorts différents aujourd'hui pour les deux sociétés. Donc vous savez, tout a commencé la semaine dernière avec cette note ravageuse au vitriol de la part de la société américaine Muddy Waters qui conseille de vendre fortement les deux titres. Alors le titre Casino est encore sous pression aujourd'hui, moins 1,6%, alors que la holding Rallye qui avait peut-être le plus baissé se refait une petite santé avec un plus 4%. Mais voilà, on sent quand même que la méfiance continue d'entourer l'univers Rallye Casino Guichard. Le CAC 40 à l'arrivée très légèrement positif, on gagne 2 points symboliques, plus 0,05%, 4567 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau nous accompagnent jusqu'à 18h. Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de La Française. Gilles Bazissière, le président d'Equity GPS. Par téléphone, toujours avec nous, Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescard Gestion Privée. Le pétrole, évidemment, ce sera une des clés. Enfin, j'ai envie de dire, le dollar, le pétrole, tout est un petit peu lié entre le dollar et les matières premières. Gilles, bon, on va pas sortir la boule de cristal. Qu'est-ce qu'on peut espérer? On a tous envie de commencer l'année 2016 en se disant, oui, à un moment, ce sera l'année de la stabilisation des matières premières, voire du rebond des matières premières. Oui, alors face à l'effondrement très rapide des cours, il serait logique d'anticiper des rebonds qui pourraient être assez violents à court terme sur le secteur. Néanmoins, je pense que si on regarde la photo sur le très long terme, ouais, eh bien on se rend compte que et la COP 21, excusez-moi de revenir à une actualité relative, a contribué à mettre le doigt sur le sujet. On va avoir quand même un PNB mondial qui sera de plus en plus pauvre en énergie et de plus en plus pauvre en matières premières. De moins en moins besoin de carbone, on va dire, pour produire la production mondiale annuelle. Voilà, alors d'abord parce qu'il y a le progrès naturel, je dirais, une fois qu'on est équipé en aéroport, en train et en zone périurbaine et centres commerciaux, on est équipé. Ça c'est le cas de la Chine, qui il y a 2 ans, je crois, avait construit 50 aéroports de type Roissy-Charles de Gaulle. Donc clairement ça ne peut pas croître ou ça peut même pas se maintenir, donc ce rythme-là. Donc c'est naturel. En plus de ça, il y a l'aspect naturel de la chose. Mais en plus, il y a l'aspect environnemental, les normes environnementales qui, dans beaucoup de secteurs, sont devenues depuis longtemps et vont continuer à devenir à terme de plus en plus stringentes et dures. Un exemple, c'est l'automobile. Clairement, on n'a pas attendu la COP 21 pour avoir des normes stringentes en termes d'automobile. Et juste un chiffre, Daimler, donc le fabricant de Mercedes,
En 2020, c'est-à-dire à l'échelle industrielle, c'est quand même un peu demain. Et à l'échelle des investissements, du temps nécessaire pour amortir des investissements dans des mines, dans des forages pétroliers et dans des usines, c'est demain. En 2020, la production de CO2 en grammes par kilomètre de la gamme de Mercedes, de Daimler dans son totalité, sera inférieure à 90 grammes par kilomètre, soit inférieur au chiffre actuel d'une Renault Twingo. Et c'est tenable, ça, parce que justement, enfin, on va pas refaire l'affaire Volkswagen. Ça veut dire quelque part que ils vont consommer moins les Mercedes, le parc Mercedes en 2020 va consommer. C'est un objectif explicite que l'entreprise s'est donné et elle est. C'est-à-dire qu'après l'affaire Volkswagen, on se pose la question quand même de la faisabilité et la capacité à atteindre ces objectifs. Elle y travaille depuis 10 ans et c'est la raison pour laquelle nous l'avons classée dans les valeurs vertes. Oui, bien sûr. Constructeur automobile de Mercedes. Daimler-Benz, parce que s'ils arrivent à leur gageure de consommer moins de 3 litres au 100 en moyenne pour l'ensemble des voitures qu'ils vendent, on aura tout simplement besoin moins d'essence. Beaucoup moins d'essence. Or, le transport routier terrestre représente un tiers de la consommation de pétrole dans le monde. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le prix du pétrole, c'est aussi de la technologie. Bien sûr, bien sûr. Et quant à Daimler, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? En fait, c'est le constructeur le plus avancé en termes d'hybrides rechargeables. Et ils vont, d'ici 2017, introduire 10 sur leurs 10 gammes les 10 produits les plus importants, vont hybridiser complètement leur gamme. Et ils ont déjà commencé, et pour l'instant, ça fonctionne. Alors ça, j'allais dire, 2020, effectivement, pour l'industriel, c'est demain. En termes d'investissement, c'est même aujourd'hui que ça se passe. Pour les marchés, c'est un peu loin, Gilles. Non, mais juste pour revenir sur la question du pétrole, là, est-ce qu'on peut trouver un niveau un peu plus acceptable pour tout le monde, ou est-ce qu'on va continuer de se faire peur? C'est vrai que tout le monde a brocardé les banques américaines qui parlaient d'un pétrole à $20. Ça, c'était il y a 2-3 mois. Maintenant, on rigole un peu moins. Oui, alors il faut replacer ça dans un environnement un peu plus global. C'est-à-dire que on est dans un environnement où on a un excès d'offres par rapport à une demande qui va qui, comme le disait Gilles, va se ralentir de manière un peu tendancielle, parce que d'une part la croissance reste modérée, et puis parce qu'effectivement ces effets technologiques font qu'on consommera moins. L'offre avec tous les moins 20% d'investissements qui sont coupés pour les prochaines années, enfin je veux dire à un moment la capacité à produire, elle sera plus celle qu'elle est aujourd'hui. C'est ce qui provoquera peut-être à un moment donné, à l'instant T, parce que le marché s'y réintéressera et prendra conscience de ces enjeux-là, des rebonds techniques comme le disait Gilles. Donc on est bien évidemment pas du tout à l'abri de ce genre d'événement. Mais voilà, revoir un baril à $80, $100, et c'était des prévisions qu'on voyait il n'y a pas si longtemps que ça encore. Donc le baril à $20, on n'est pas des stratégistes et des spécialistes du pétrole à la française. Mais voilà, aujourd'hui on essaie de voir un petit peu les tendances. On est sur des niveaux de prix qui nous semblent aujourd'hui relativement bas. On n'exclut pas d'aller plus bas. Les $20 sont pourquoi pas envisageables. Néanmoins, voilà, on est sur un plancher qui nous semble peut-être signe d'une certaine. Aujourd'hui, on a une certaine temporisation du mouvement. Voilà, on peut avoir des rebonds à court terme, ça c'est clair. Frédéric, on peut redire un mot du pétrole. Alors je sais pas, le Brent et le WTI valent le même prix aujourd'hui. Est-ce que c'est significatif, c'est anecdotique, ça arrive souvent, rarement, Frédéric? Il y a des phénomènes aujourd'hui de stockage assez importants. Je pense que tout le monde a vu cette histoire de supertankers qui font des ronds dans l'eau au large du Texas. Il y a quasiment 30 millions de barils aujourd'hui qui font des ronds dans l'eau en attendant que les cours remontent. Donc effectivement, c'est pas anecdotique. Il y a vraiment aujourd'hui la volonté de beaucoup de pays de pas vendre sur des niveaux extrêmement faibles. Il y a vraiment une inquiétude réelle, parce qu'on sait il y a beaucoup de pays, par exemple, je vais prendre un exemple qui est proche de nous, comme l'Algérie, ça représente un tiers du PIB, et les recettes fiscales, c'est quasiment 62% issues des hydrocarbures. Lorsqu'on sait que ces recettes ont été multipliées par 6 les 15 dernières années, on imagine que l'effondrement des cours et l'incidence que ça peut avoir sur les déficits budgétaires de l'ensemble de ces pays, la Corne africaine par exemple, c'est quasiment 60% du PIB. Donc il y a le vrai risque de déstabilisation si le niveau du brut ne se stabilise pas, et je pense qu'on sera extrêmement vigilant
par rapport à ça. On a vu notamment le Venezuela qui est en train de sauter. On voit les difficultés du Brésil et d'autres pays producteurs. Même ça touche actuellement le Canada. Donc il y a une vraie sensibilité. Et c'est pour ça que je crois qu'on va trouver quand même dans les mois prochains une forme de stabilisation autour des $30. Bon, en tout cas, c'est vrai que du côté de l'OPEP, là, voilà, ça n'a plus de cartel que le nom, hein, parce que franchement, on a l'impression que c'est un peu chacun pour soi, et surtout pour l'Arabie Saoudite. Le pétrole qui se stabilise avec, je le disais, la convergence des prix entre le Brent et le brut léger américain autour de $36,45, hein, grosso modo, et le CAC 40 qui termine en légère progression, plus 0,05% ce soir, 4567 points. Merci Frédéric Rosier, conseiller en investissement chez Mescard Gestion Privée. On va marquer une dernière pause dans ce club de la bourse. On se retrouve avec nos invités dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Quelques minutes encore en compagnie de nos invités, Gilles Bazissière, le président d'Equity GPS, et Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de La Française. Bon, les grandes questions de 2016, c'est celles qu'on se pose d'ores et déjà aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé des matières premières. Évidemment, derrière, il y a la thématique émergente, la Chine. On a parlé des États-Unis. J'aimerais juste qu'on en redise un petit mot, hein, après cette première hausse de taux de la Fed. Est-ce que le chemin que nous trace ou qu'envisage la Fed, qui est celle de 4 hausses de taux au cours de 2016, c'est un chemin dans le cadre d'un blue sky scénario où tout se passerait bien? Parce que le marché n'a pas l'air tout à fait d'accord avec ça. On s'était mis d'accord pour la première hausse de taux, ça a pris du temps. Le dialogue a pris un peu de temps, il y a eu de la friture sur la ligne. On s'était mis d'accord pour le 16 décembre dernier entre le marché et la Fed, je caricature mais c'est quand même à peu près ça. Pour le reste, on n'est pas plus d'accord qu'on ne l'était avant la première hausse de taux, là, Gilles. Oui, il y a toujours une dichotomie entre les dots, les points des membres de la commission monétaire et puis le marché qui pour l'instant ne price pas quatre hausses des taux. C'est important, ça créera forcément de la volatilité, des épisodes de stress. Qui va avoir raison? On va se poser la question tout au long de l'année. On l'a vu, hein. Là pour le coup je pense qu'on peut répondre de manière assez catégorique sur le fait que oui, ça provoquera de la volatilité. On a vu les tensions lorsqu'on a eu les déclarations de Madame Yellen, quand on a eu ces atermoiements sur hausse, pas hausse, etc. Donc on s'est ajusté sur décembre, certes, mais il est bien évidemment probable qu'on aura des petits mouvements sur les taux. Aujourd'hui, on a eu finalement des taux longs qui ont peu bougé, un aplatissement de la courbe. Donc voilà, il est probable que on est quand même une certaine... Madame Yellen s'est engagée en tout cas à déclarer que ce se ferait de manière graduelle, data dependent bien évidemment en regardant les niveaux sur l'activité et l'inflation. On peut s'attendre malgré tout à ce qu'à certains moments, parce qu'on aura un chiffre d'inflation un peu supérieur. On a des effets de base qui aujourd'hui peuvent quand même donner une légère inflexion haussière sur les prochains points d'inflation. On peut avoir ce type de mouvement qui d'un seul coup rappelle aux investisseurs que voilà, on sera peut-être pas sur 2 hausses des taux mais 4, et d'un seul coup des petites tensions sur les taux et par ricochet bien évidemment sur les autres classes d'actifs. Sur les devises, alors même question, est-ce que là il faut avoir les mêmes mouvements qu'on a eu en 2015, enfin de baisse ou de progression des différentes devises, ou est-ce que on peut espérer avoir un peu de stabilité? Parce que là aussi j'ai l'impression qu'avec le pétrole, plus que de savoir à quel niveau on s'arrête, c'est avoir un peu de stabilité à un moment. On a plus... Si on regarde la courbe 2015, hein, si on prend le cross euro-dollar par exemple, on en a eu une période de stabilité relative avec un range, mais qui à l'échelle du marché des devises n'est pas monstrueux. On a eu un très gros mouvement début d'année, on passe de 1,20 à 1,05 avec ces banques centrales qui sont aux manettes, hein, elles sont toujours bien aux manettes. Après on a une longue période en fait où on oscille entre 1,08, 1,08, 1,11, enfin oui c'est ça à peu près. Et en fait ça dure jusqu'à nouvel épisode BCE où là de nouveau on a une pression sur l'euro qui baisse fortement et une tension qui se fait dans l'autre sens à partir du moment où Monsieur Draghi déçoit les investisseurs. Donc voilà, on est dans un range entre 1,05 et 1,15 si on veut vraiment élargir le spectre, mais 1,5, 1,10, ça nous semble des zones sur lesquelles on peut travailler et qui là aussi, un peu comme à l'image de ce qu'on disait sur le baril du pétrole, qui conviennent finalement à la fois à la zone euro et aux États-Unis. Sur la zone États-Unis, vous nous disiez tout à l'heure que les ratings étaient négatifs, n'étaient pas très bons en tout cas chez Equity GPS. Ils sont moyennement pas bons du tout, très très pas bons.
Ils sont inférieurs à 5 sur 10. D'accord, en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne et historiquement cohérent avec une performance de 0% du marché américain. La question c'est quelle ampleur de décrochage on peut avoir en tête néanmoins, pour Wall Street en 2016. Voilà, absolument. Donc, mais si on stresse le scénario avec des taux longs à des niveaux qui seraient cohérents avec avec le chemin de la Fed sur les taux courts, hein, tout en maintenant une courbe des taux à peu près normale, à peu près pentue, et bien là notre rating tomberait à 2,5 sur 10 sur les États-Unis. Et là, c'est un rating qui historiquement est cohérent avec une baisse annualisée de 10% sur 3 mois du marché américain. Comme le marché américain est très riche, néanmoins, hein, nous on va suivre maintenant, on suit 1700 valeurs sur la zone Amérique au sens large. Donc il y a nécessairement une dichotomie importante et il y a nécessairement des valeurs qui sont intéressantes et d'autres qui le sont moins. Mais là c'est une appréciation moyenne que j'évoque là. D'accord, mais bon, en cas de stress, vous nous dites quand même que si la Fed mène à bien son scénario, là pour vous c'est un scénario de stress pour le marché. Tout à fait, clairement. Absolument. Et d'ailleurs, c'est d'autant moins surprenant à mon avis que si on regarde ce qu'a fait le marché américain depuis un an et si on désensibilise l'évolution des indices, des capitalisations boursières et si on regarde l'évolution moyenne des valeurs équipondéré, eh bien on se rend compte qu'en fait on a une légère baisse déjà aux États-Unis et l'indice est tiré à la hausse par des valeurs que nous connaissons tous, dont les Google, Facebook, Netflix, Apple, Starbucks, Nike, Microsoft, etc. Oui, mais alors il y a celle que vous mentionnez, mais moi j'en mentionnerai encore une sous-catégorie qui est celle qui s'adresse, qui est en train de capturer le consumer spending, la consommation des ménages dans le monde entier, que sont les valeurs de la nouvelle technologie, des nouvelles technologies, et qui curieusement continuent d'avoir un rating très élevé chez Equity GPS. Mais pour moi, ce ne sont pas des valeurs américaines. Et c'est des valeurs mondiales. C'est des valeurs qui sont réellement mondiales. Il y a une vraie histoire endogène qui les rend quand même globalement sur le moyen terme relativement peu sensibles aux évolutions de taux d'intérêt. Gilles Ménard, finalement, la zone sur laquelle j'ai posé le moins de questions peut-être pendant cette heure, c'est la zone euro. C'est celle qui suscite le moins d'interrogations pour 2016. Là, on a quelque chose d'assez tranquille ou en tout cas d'assez visible. En tout cas, il y a un fort consensus, ça c'est clair. Quand on regarde le consensus des investisseurs sur la zone, il est très fortement surpondéré sur la classe d'actifs actions européenne aujourd'hui. Alors, ça, c'est pas non plus pour rien, on va dire. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, un trend de croissance aux alentours de 1,5, 2, qui est pas flamboyant, mais compte tenu de là d'où on part, peut sembler quand même relativement acceptable. On a toujours ces fameux voyants, les planètes dont on a parlé longtemps, qui restent quand même globalement alignés. Voilà. Et puis, on a le sentiment qu'il y aura plus d'effet de surprise, quoi. Le marché aime bien être surpris aussi agréablement, mais ça peut suffire là. Le fait qu'on ait cette visibilité et ce chemin un peu modéré. Si on a une croissance qui se révèle sur les trends actuels, si on a les sociétés qui bénéficient de ces planètes alignées et puis des croissances bénéficiaires qui en découlent, alors est-ce qu'on sera à 10 plus, 10 moins Voilà, cette année on va terminer sur les actions de la zone euro aux alentours de 12. On partait d'un peu plus haut, on a révisé. Zone Europe, on est effectivement bien en deçà, mais pour des effets spécifiques à un segment de la cote, donc plutôt la partie matière première. Voilà, ça laisse quand même de la place pour une certaine appréciation, d'autant qu'aujourd'hui, à l'instant où on parle de niveaux qui sont quand même relativement bas. On a pratiquement effacé tous les gains sur les marchés d'actions européennes. Si on prend en dividendes réinvestis, on est effectivement un peu plus haut, mais c'est quand même pas très gras aujourd'hui, donc ça laisse quand même un peu de perspective pour 2016. Messieurs, on va jeter un dernier coup d'œil sur ce qui se passe à Wall Street après une clôture, je le rappelle, en Europe, autour de l'équilibre pour la plupart des grands indices. Alors c'est ou 0 plus ou 0 moins. Nous à Paris c'est du 0 plus pour le CAC 40, plus 0,05%, 4567 points. Comment est-ce que Wall Street s'en sort? Sabrina, on vous retrouve en duplex vidéo depuis le Nasdaq. Bon, séance très calme a priori chez vous également.
Oui, effectivement, très calme depuis ce matin avec des volumes qui restent ici aussi très faibles. On sent une petite accélération là depuis une demi-heure sur les indices. On est pratiquement sur les plus hauts niveaux de la séance du côté du Dow Jones, plus 0,4% à 17 318 points. Le S&P 500 de son côté prend 0,3%, 2028 points. Quant au Nasdaq, on est sur un petit gain de 0,1%. Une séance marquée par des statistiques. On a eu les chiffres de la croissance, une croissance finalement de 2% sur le troisième trimestre contre une estimation précédente à 2,1%. Cela reste néanmoins supérieur aux attentes de la communauté financière. On a eu également des chiffres concernant le marché immobilier avec des ventes de logements existants qui ont chuté de 10,5% sur le mois de novembre. C'est la plus forte baisse depuis 2010. Du côté des valeurs qui se distinguent, vous avez Caterpillar qui prend 4,3%. C'est la plus forte hausse de l'indice Dow Jones, suivi par Intel avec un gain d'1,4%, ou encore Walmart plus 1,5%. On garde un œil bien sûr sur les valeurs pétrolières avec un baril de brut qui se stabilise, qui essaie de se stabiliser au-dessus des $36, avec Exxon qui prend 0,6%, Chevron qui grimpe d'1,1%. Du côté des actualités, de l'actualité des entreprises, on garde bien sûr un œil sur les valeurs de la distribution avec les distributeurs qui mettent le paquet. C'est le cas d'Amazon, qui annonce avoir par exemple des livraisons en 2 heures gratuitement. Le titre perd 0,2%. Amazon qui livrera jusqu'au 24 décembre jusqu'à 11h59, 24 décembre. Donc, et puis Ford qui discute avec Alphabet, Google pour la construction de ces véhicules autonomes. Le titre Ford prend 2,8%. Alphabet de son côté affiche un gain de 0,3%. Merci beaucoup Sabrina, bonne fin de séance à vous à New York, la clôture en direct à 22h comme chaque soir sur BFM Business. Messieurs, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Gilles Bazissière, président d'Equity GPS, Gilles Ménard, responsable du pôle flexible de la Française. Bientôt 18h, vous avez rendez-vous avec Edwige Chevrillon, Guillaume Paul. L'heure H à suivre sur BFM Business, on se retrouve demain à 15h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.